Mon fils m'a enfermé dans un hospice, comme on range un meuble qu'on n'aime plus. Mais il a oublié une chose, je respire encore. Et maintenant, c'est moi qui raconte. Mon fils m'a envoyé dans un hospice sans prévenir. Alors j'ai racheté la maison d'en face et regardé sa vie s'écrouler. Mon propre fils m'a déposé dans un hospice sans prévenir. Pas de bagages, pas d'explication, juste un repose-toi maman avant de refermer la porte et disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais encore lucide, encore vivante, et que j'avais encore des papiers à mon nom, y compris celui de la maison où il s'était déjà installé avec sa femme, comme si j'étais morte. Il pensait que j'allais m'effacer, que l'âge, la fatigue et la solitude allaient me faire plier. Mais il a oublié une chose, une mère trahie ne meurt pas, elle calcule. J'ai passé ma vie à me sacrifier pour lui, à travailler des heures debout, à manger froid, à vendre mon alliance pour qu'il puisse porter un beau costume à sa remise de diplôme. Et voilà comment il m'a remercié, en m'enfermant avec des inconnus, dans une chambre sans photos, sans livres, sans vie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai attendu. Parce que parfois le silence est plus puissant qu'un cri. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Car pendant qu'il célébrait sa victoire avec du vin et des meubles neufs, j'écrivais mon retour. J'ai tout noté. Chaque mensonge, chaque transaction, chaque document qu'il pensait avoir effacé. Il allait tout perdre, et moi, tout reprendre. Quand on m'a enfin rendu mon téléphone, je n'ai pas appelé pour supplier, j'ai appelé mon avocate, et ensemble on a rédigé la fin de leur petit conte de fées. Ce n'était plus une maison pour moi, c'était un champ de bataille. Et j'étais prête à revenir, non pas pour reprendre ma place, mais pour leur faire voir ce qu'on récolte quand on sème l'ingratitude. Jason n'a jamais manqué de rien. Même dans les pires années, même quand je devais choisir entre payer l'électricité ou acheter de la viande, il avait toujours un repas chaud et une couverture propre. J'ai élevé ce garçon seul. Son père est parti quand il avait 6 ans, trop lâche pour assumer ses responsabilités. Alors j'ai tout fait. Les devoirs, les lessives, les cauchemars à 3 heures du matin. Il était mon monde, mon soleil, mon but. Il me suffisait de l'entendre rire pour oublier mes douleurs au dos et les factures empilées sur la table. Je me souviens encore de son visage quand il a eu sa première bicyclette. On l'avait achetée d'occasion, repeinte à la main. Il croyait que c'était la meilleure du monde. Et moi aussi. Je me privais de tout. De nouvelles chaussures, de coiffeur, même de dentiste. Mais jamais je ne laissais Jason sans ce dont il avait besoin. J'appelais ça aimer sans facture. Quand il a eu son diplôme, j'ai pleuré. Pas parce qu'il était premier de sa classe, mais parce qu'il avait traversé tout ça avec dignité. Parce que j'y étais arrivée, je croyais que c'était notre victoire. Il m'écrivait des cartes à chaque fête des mères. De sa petite écriture, il disait « Tu es mon héroïne, maman. Je les ai toutes gardées dans une boîte en fer sous mon lit. C'est pour ça que ça fait si mal. Parce qu'il ne m'a pas seulement trahie en tant que femme âgée, il m'a trahie en tant que mère, en tant que fondation de toute sa vie. Et ce genre de trahison, ça ne s'oublie pas. Ça s'imprime dans la peau, ça transforme chaque souvenir heureux en cicatrice silencieuse. Alors non, je n'ai pas agi par vengeance. J'ai agi parce que l'amour qu'on donne sans compter mérite mieux que d'être enterré vivant par celui pour qui on aurait tout donné. Tout a commencé avec un déjeuner, rien d'extraordinaire. Jason et sa femme, Camille, m'avaient invité dans un petit restaurant en dehors de la ville. Juste un moment à 3 pour se détendre, avait-il dit. J'avais mis mon foulard préféré, celui avec les motifs floraux que Jason m'avait offert pour mes 60 ans. J'avais même mis un peu de rouge à lèvres, malgré mes mains tremblantes. J'étais heureuse. Je croyais encore qu'il m'aimait. Le trajet fut agréable. Il riait, parlant de vacances, de projets. Jason m'a tenu la main quand je suis sortie de la voiture. J'ai souri, naïve. Mais au lieu du restaurant, ils m'ont amenée devant un grand bâtiment gris avec des rideaux blancs à chaque fenêtre. Une infirmière attendait déjà sur le pas de la porte avec un formulaire à la main. « C'est juste pour quelques jours, maman. Tu as besoin de repos », a dit Jason. Camille a ajouté « Ici, tu seras entre de bonnes mains ». Puis elle m'a embrassée sur la joue, froide comme du marbre. J'ai voulu protester. J'ai dit que je n'avais rien préparé, que je n'avais même pas pris mes médicaments ou mon chargeur de téléphone. Mais Jason m'a serré fort contre lui et a murmuré « On repasse bientôt, promesse ». Puis ils sont partis, sans se retourner. La porte s'est refermée. Et moi, je suis restée seule dans une chambre blanche, sans livres, sans photos, sans âme. J'ai demandé un téléphone pour les appeler. On m'a dit « Uniquement pendant les heures de visite ». J'ai demandé quand. Ils reviendraient. On m'a dit « Ils ont signé pour un placement long terme ». Long terme, comme si j'étais déjà morte. Comme si mon esprit s'était évaporé avec mes rides. Comme si mes souvenirs n'avaient plus de valeur. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus leur mère. J'étais devenue une gêne, une ombre à déplacer.
Et dans cette chambre vide, entre 2 repas fades et les gémissements des autres pensionnaires, j'ai juré que ce ne serait pas la fin de mon histoire. Les 3 premiers jours, je n'ai presque pas parlé. Ni aux aides-soignants, ni aux autres résidents. Je n'étais pas en état de socialiser. J'observais, j'écoutais et surtout, je pensais. Le 4e jour, j'ai demandé un stylo et un cahier. J'aime écrire mes pensées, ai-je dit à l'infirmière de nuit. Elle m'a souri doucement, croyant que j'étais une vieille dame inoffensive qui se berçait d'illusions. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce cahier allait devenir mon arme. J'y ai noté tout ce que Jason croyait avoir effacé. Numéro de compte, nom de contact, acte de propriété, documents légaux. Je me souvenais de chaque détail, l'avocat de famille, la clause sur la copropriété, la procuration que je n'ai jamais signée. Il avait falsifié des documents, il avait déplacé des fonds, et moi j'avais les preuves. J'ai attendu le bon moment pour appeler Monica, mon ancienne avocate. Une femme droite, redoutée dans les tribunaux et qui m'aimait comme une tante. Je savais qu'elle répondrait. Le téléphone a sonné 2 fois. Monica, c'est moi, il m'a enfermée, il a falsifié ma signature et j'ai encore accès à notre ancien compte joint, appelle-moi. Elle m'a rappelé dans l'heure et quand je lui ai tout raconté, elle a dit cette phrase qui a changé ma vie. On va lui faire regretter chaque mensonge. Ce jour-là, je n'étais plus une victime. J'étais une tempête silencieuse. On a commencé par récupérer ma liberté. Monica a déposé une requête d'urgence pour annuler la procuration frauduleuse et prouver que j'étais mentalement compétente. Le médecin de l'établissement m'a soutenue. J'ai quitté la résidence un mercredi, sans fleurs ni adieu. Juste mon vieux sac, une paire de chaussures à moitié lacées et le regard droit. Je respirais à nouveau. Et cette respiration, c'était le son de la guerre qui commence. Monica m'a hébergée dans une suite temporaire pendant qu'on préparait la suite. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai bu un thé chaud, ouvert mon cahier et dit « Maintenant, on le détruit ». La première chose que Monica a faite, c'est de déposer une demande de révocation de procuration. Puis elle a joint un certificat médical attestant que je n'avais aucun trouble cognitif. En 2 jours, Jason a perdu tout contrôle légal sur ma vie. Ensuite, nous avons gelé le compte joint, celui qu'il utilisait pour payer son prêt immobilier, ses dîners, ses voyages en amoureux avec Camille, avec mon argent. J'ai regardé le solde fondre jusqu'à 0 et j'ai souri. Monica a réuni tous les documents nécessaires pour prouver que la maison où il vivait n'était pas à lui, que je n'avais jamais signé de transfert, que j'étais toujours propriétaire unique et que son petit confort était une illusion. On a lancé une action en vente forcée parce qu'il ne s'agissait pas seulement de reprendre ce qui m'appartenait, il s'agissait de leur faire comprendre que je ne demandais plus rien. Je reprenais tout. Les huissiers leur ont remis les papiers à 7h du matin, un mardi. D'après notre contact, Camille a crié. Jason a blêmi. Il a claqué la porte sans rien dire. Je n'avais pas besoin d'assister à la scène. L'imaginer me suffisait. Le soir même, il m'a appelé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai décroché. Sa voix était tremblante. « Maman, est-ce que c'est réel? Tu vas vraiment nous mettre dehors ?» J'ai répondu calmement. « Tu veux dire la maison d'où tu m'as jeté sans préavis ?»« Oui, Jason, c'est réel. Et tu as 30 jours. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché. Ce silence n'était qu'écho, c'était ma victoire. En 1 semaine, les voisins ont commencé à murmurer. Le quartier parlait. L'image parfaite du fils modèle s'effondrait. Et moi, je marchais tête haute, le journal à la main, saluant chaque visage qui détournait les yeux. Monica m'a regardé un soir, alors qu'on signait les papiers de mise en vente. Elle a dit « On pourrait négocier une offre privée avec eux. » J'ai souri. « Non, je veux que cette vente soit publique. Je veux que tout le monde voie. » Quelques jours plus tard, une jeune famille a fait une offre au prix. Une belle famille, respectueuse, aimante. J'ai accepté. Et à partir de ce moment, Jason a compris qu'on ne trahit pas une mère sans conséquence. Jason est venu frapper à ma porte le lendemain de la signature. Il avait les épaules basses, les poches moustaches sous les yeux et un regard que je ne lui avais jamais vu. Un regard d'homme qui sait qu'il a perdu, mais qui espère encore. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai regardé à travers la vitre pendant quelques secondes, juste assez pour qu'il sente que je contrôlais le tempo maintenant. Puis j'ai ouvert, doucement, sans un mot. « Maman, pourquoi tu fais ça ?» a-t-il dit d'une voix faible, presque enfantine. J'ai croisé les bras et levé un sourcil. « Faire quoi, Jason ? Vivre dans une maison que j'ai achetée ?» Il a détourné le regard. « Tu pourrais vivre ailleurs. Tu n'as pas besoin de rester ici, juste en face. » J'ai souri sans chaleur. « Je suis ici parce que j'aime la vue. Tu veux m'humilier, c'est ça ?» Il commençait à s'agiter. Je suis restée immobile. « Non, Jason, tu t'es humilié tout seul. Moi, je ne fais que respirer. » Il a serré les poings. J'ai fait ce que je pensais être le mieux.
Camille disait que tu n'étais plus capable de vivre seule. Je l'ai interrompu. Et toi? Tu pensais quoi? Ou tu préférais juste ne pas penser du tout? Silence. Je l'ai regardé, bien droit. Tu m'as effacé comme on efface une note sur un frigo. Et maintenant tu veux quoi? Que je sois reconnaissante d'être encore debout? Il a tenté une dernière fois. Je veux arranger les choses. J'ai secoué la tête. Il ne reste rien à arranger. Il reste à apprendre et à vivre avec. J'ai fait un pas vers la porte. Tu sais, Jason, je t'ai porté pendant 9 mois. Et pendant 30 ans, je t'ai porté sans jamais rien demander en retour. Mais aujourd'hui, je ne te porte plus. Je te laisse marcher seul. Il n'a rien dit. Juste un hochement de tête, comme si le poids venait de lui tomber sur les épaules d'un seul coup. Puis il est reparti. Lentement. Et moi, je suis restée là, sur mon perron, regardant les roses que j'avais plantées fleurir comme des flammes. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de Camille. Une voix tremblante, presque méconnaissable. Elle disait qu'ils n'avaient pas trouvé de nouveau logement, que les agences les rejetaient à cause de leur situation financière. J'ai effacé le message sans même l'écouter jusqu'au bout. Je n'avais pas besoin d'entendre ses larmes. Elle n'avait pas pleuré quand elle avait signé mon internement, quand elle avait vidé mes armoires ou déplacé mes photos de famille. Le jour de la remise des clés, ils ont dû faire la visite finale avec l'agent immobilier. Jason est passé devant ma maison. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas levé la main, il n'a même pas tenté un sourire. Il portait un sac de sport. Camille n'était pas avec lui. Il marchait seul, l'air vidé, le dos courbé. Comme un homme qui avait enfin compris ce qu'il avait détruit et que c'était irréversible. Le soir même, j'ai allumé une bougie pour moi-même. Pas pour prier, pas pour célébrer, juste pour marquer la fin d'un chapitre. Une petite flamme, discrète, mais assez forte pour dire « je suis encore là ». Les voisins ont commencé à venir me voir. Certains s'excusaient à demi-mot de n'avoir jamais pris ma défense. D'autres me demandaient si j'allais rester longtemps. Je répondais toujours la même chose, jusqu'à ce que les roses fanent. J'ai repris mes promenades matinales, la tête haute. Je passais devant leur ancienne maison, maintenant vide, en cours de rénovation. Je regardais sans rancune, je n'avais plus besoin de haïr. La réalité se chargeait de tout. Monica m'a dit que Jason avait tenté de contester la vente, d'envoyer un recours. Mais le juge a simplement répondu « Les documents sont clairs. Madame a agi dans ses droits. » Et c'était tout. Case fermée. Camille, elle, a disparu des réseaux. Fini les photos de brunch, les posts de couple, les hashtags blessed. Et Jason, il a fermé son cabinet 2 mois plus tard. Trop de dettes, trop peu de soutien. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien écrit, je n'ai rien crié. Mais chaque matin, en buvant mon thé devant ma fenêtre, je voyais les conséquences fleurir dans leur silence. Et dans ce silence, j'ai enfin trouvé la paix. Aujourd'hui, je vis dans une maison plus petite. Un salon modeste, une cuisine qui sent encore la cannelle et une chambre qui donne sur un cerisier. Ce n'est pas le luxe. M. J'ai une étagère pleine de livres, une bouilloire fidèle et une boîte où je garde les lettres que j'aurais pu envoyer à Jason, mais que je n'ai jamais écrites. Parce qu'il y a des mots qui, certains diraient que j'ai agi par vengeance. Mais la vérité, c'est que j'ai agi par mémoire, par respect pour la femme que j'étais avant qu'il ne tente morde de mef. J'ai appris que le pardon ne signifie pas se taire, que l'amour ne doit pas être une cage, et que parfois, la plus grande justice, c'est de regarder ceux qui t'ont jeté, se débattre dans les chaînes qu'ils ont eux-mêmes forgées. Je n'attends plus qu'il s'excuse, il ne le fera pas, et c'est tant mieux. Parce que j'ai compris que certaines blessures ne se ferment pas avec des mots, mais avec du silence et du temps. Mon corps est plus lent, mes mains plus tremblantes, mais ma voix, elle, est plus forte que jamais. Et si tu écoutes bien, tu comprendras une chose. La force n'a pas d'âge. Aux femmes qui m'écoutent, aux mères oubliées, aux grands-mères placées dans l'ombre, je vous dis ceci. Vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas finies. Vous êtes les racines que personne ne voit, mais sans lesquelles rien ne tient debout. Un jour, on m'a dit que j'étais un fardeau. Aujourd'hui, je suis une fondation. Une preuve vivante que le respect ne se demande pas, il se reprend. J'ai perdu une maison, un fils, un nom sur une boîte aux lettres, mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. Et si cette histoire t'a touché, alors promets-moi une chose. Ne laisse jamais quelqu'un te faire croire que ton histoire est terminée, tant que c'est toi qui tiens la plume.